Généralement, l'objectif d'un système éducatif est de préparer des élèves à assumer leur statut de citoyen. Et pour la France, l'objectif est de préparer les élèves de façon égalitaire à assumer ce statut. Cependant, comment l'école peut-elle savoir si ses choix sont adaptés à ses objectifs? Aujourd'hui, l'économie est mondialisation et des comparatifs peuvent être réalisés. Les décideurs ont besoin d'analyse et de données pour orienter leurs choix. C'est en partie pour les aider à gagner en vision que l'enquête PISA, qui est Programme international pour le suivi des acquis des élèves, a été mise en place. Pourquoi PISA, qui pourtant en France a longtemps été dédaigné, a fini par influencer les politiques françaises sur le système éducatif? La réponse se trouve à travers trois documents qui sont proposés à l'étude. Le premier document est un extrait des principaux résultats de l'enquête PISA 2012, donc qui se trouve sur Internet. Le second document est un extrait paru aussi sur le site de l'Institut français de l'éducation, Olivier en 2011, PISA, ce que l'on en sait et ce que l'on en fait. C'est un dossier d'actualité Veille et Analyse du numéro 266 en octobre 2011. Et le troisième document est une image extraite du site du ministère de l'Éducation nationale. Nous rappellerons la finalité et les caractéristiques de l'évaluation internationale PISA. Puis, nous analyserons les résultats des élèves français qui ont provoqué des conséquences pédagogiques et structurelles pour améliorer les performances de notre système éducatif. On va d'abord rappeler quelle est la finalité de PISA. PISA, c'est bien sûr de proposer des données chiffrées aux décideurs du monde pour les aider à prendre des orientations, pour les aider à prendre des décisions politiques concernant leurs choix éducatifs. PISA va donner une photographie des différents systèmes éducatifs et des niveaux de connaissances et des différents niveaux de connaissances et de compétences. Et c'est une photographie qui se présente à l'échelle mondiale. Elle va permettre aux décideurs de s'inspirer et d'adapter donc les réussites d'apprentissage et de les adapter à des décisions plus locales. Quelles sont les caractéristiques de l'évaluation internationale PISA? PISA, ce n'est pas seulement une évaluation comparative, et c'est ça vraiment qui fait toute sa spécificité. PISA va bien entendu évaluer donc les connaissances et les compétences des élèves, mais elle va également donner les caractéristiques, les associer à des caractéristiques des différents systèmes éducatifs mondiaux. C'est à partir de là que seront réalisées des analyses. Donc, on va mettre pour la première partie, on va va évaluer la capacité des élèves à appliquer les connaissances, à appliquer ce qu'ils ont appris à l'école et à les appliquer et à les utiliser pour trouver des réponses à des situations inhabituelles, à des situations qui sortent peut-être d'un contexte scolaire. Qu'est-ce qui participe à ces enquêtes? Tout d'abord, nous avons 34 pays, les 34 pays de l'OCDE qui participent à cette enquête, plus 31 pays partenaires, ce qui représente quand même 80% de l'économie mondiale. On peut dire que l'analyse est réalisée vraiment sur un grand panel d'élèves. Les élèves qui sont concernés sont les élèves donc âgés entre 15 ans et 3 mois et ceux âgés entre 16 ans et 2 mois, pardon. C'est une enquête qui se réalise donc sur différentes périodes, à différentes dates, et ainsi on peut observer donc la progression des élèves. Comment est-ce qu'elle se réalise? Bon, ce sont il y a différentes épreuves, mais le sujet principal reste les mathématiques. Ce sont des épreuves qui se réalisent sur une durée de 2 heures, avec du papier et du crayon, et parfois, selon les pays, il y a 40 minutes d'épreuves informatisées en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en résolution de problèmes. Ces différentes matières sont évaluées de toute façon.
La façon de répondre des élèves, c'est tout d'abord, elle est présente sous deux formes. On a la forme QCM, donc les questions à choix multiples, et des réponses qui doivent être formulées. Toutes les questions se basent sur des situations de vie réelles. Suite à ces examens, on a différents questionnaires qui sont proposés. Alors, tout d'abord, un premier questionnaire est proposé aux élèves qui leur posent des questions, qui les interrogent sur eux-mêmes, leur famille, leur établissement, sur leurs expériences d'apprentissage. Ensuite, nous avons un questionnaire qui est demandé au chef d'établissement, qui va donner des informations sur le système scolaire et sur l'environnement d'apprentissage. Parfois, selon les pays, il va y avoir un questionnaire également aux parents d'élèves sur leur comportement vis-à-vis de leur enfant, le soutien à leur enfant par exemple, pour son progrès scolaire, leur perception de leur enfant, leur engagement et leur ambition. Ensuite, nous allons avoir un questionnaire proposé aux élèves avec sur leur familiarisation des technologies de l'information et de la communication. Et enfin, un dernier questionnaire, aussi proposé aux élèves, qui les interroge sur leur parcours scolaire, sur leur ambition personnelle, sur leur éventuellement projet d'avenir et sur la préparation qu'ils envisagent pour atteindre leur objectif. Quelle est l'analyse des résultats des élèves français? C'est vrai qu'on peut se poser cette question de savoir où se situent les élèves français. C'est vrai, l'enquête PISA n'est pas un sujet qui est anodin. On entend beaucoup de choses sur les résultats des élèves français. Alors, qu'en est-il exactement? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons différents chiffres à travers les documents. Un des chiffres, c'est au niveau de la compréhension de l'écrit. On se rend compte qu'en 2000, le rang de la France était au 17e par rapport à 27, et qu'en 2009, elle est passée du 17e rang sur 27 au 17e rang sur 33. Donc elle a vraiment perdu différents rangs dans son évaluation. Au niveau de la culture mathématique, entre 2003 et 2009, la France a perdu 14 points. Et en culture scientifique, son évaluation est restée stable. Ce qui apparaît surtout dans ces évaluations, dans ces analyses, c'est que les élèves aux compétences minimales non maîtrisées, ce que l'on appelle des élèves de niveau 2, ont été plus nombreux entre 2000 et 2009, puisqu'ils sont passés de 15% à 20%. On se rend compte qu'en compréhension de l'écrit, donc les échecs ont progressé de 30%, le niveau et on considère donc qu'il s'agit déjà d'échecs scolaires. Et de même, on s'aperçoit que les élèves de niveau 1, entre 2000 et 2009, ont été multipliés par 2. Une caractéristique, c'est que le redoublement considère que le niveau de la France n'est pas vraiment mauvais, mais finalement ce sont ces élèves qui sont dans des élèves de niveau 2 et de niveau 1, et surtout des élèves qui sont en position de redoublement, qui ont enfoncé le classement de la France, qui pourrait quand même être bon si ces élèves n'étaient pas aussi problématiques. Alors, pour poursuivre l'analyse des résultats, on se rend compte que le prélèvement des informations est assez bien mené par les élèves français et et il en est de même pour la restitution des connaissances. Ils sont assez bien positionnés dans les réponses des QCM. Par contre, les élèves français ont du mal à mobiliser leurs connaissances pour affronter des situations en dehors du cadre scolaire. Et en dehors, ils ont bien appris les concepts mathématiques, mais n'arrivent pas à les appliquer ou ont du mal à s'engager dans l'application dehors du contexte scolaire. Et de même, on s'aperçoit qu'ils ont des difficultés dans leur esprit critique. Ils ont
certains domaines dans lesquels tu ne maîtrises pas très bien, tout ce qui est les relations des variables, les nombres entiers et décimaux. Et bon, on observe peut-être que c'est la compréhension de texte qui, comme la compréhension de texte a dégraissé, sans doute il y a des conséquences sur la compréhension donc des questions en mathématiques. Les élèves français ont du mal à répondre aux questions quand ils ne savent pas, ils s'abstiennent. On est dans une culture un petit peu où on a stigmatisé les erreurs. Il s'agit, quand il y a une faute, il y a une erreur, c'est devenu une caractéristique et donc une sanction. Et c'est ce qui fait que les élèves français bien souvent ne répondent pas quand ils ne sont pas sûrs à 100% de leur réponse. Donc dans leur formulation, leurs réponses, dans les réponses au niveau des réussites, on va dire, ils formulent de bonnes réponses lorsque le sujet est dans un contexte scolaire. Et également, ils ont une très bonne analyse avec des supports géométriques et graphiques. Alors, ce qu'il en est, c'est que, en fait, au niveau des caractéristiques du modèle français, on peut dire qu'il y a un tronc commun qui est long. Il y a un taux de redoublement élevé qui va placer donc le système éducatif français dans la famille des pays latins. Donc l'échec scolaire est utilisé comme variable d'ajustement. Donc c'est selon l'échec scolaire, on va plus ou moins faire progresser les apprentissages. Une autre des caractéristiques du modèle français est que on va avoir des classes de niveau dès le premier cycle du secondaire. L'enseignement individualisé est plutôt utilisé, est plutôt en fait une action de remédiation une réelle analyse de cet enseignement, une réelle proposition d'ajustement. On se rend compte aussi qu'il y a un nombre de sorties du système sans qualification assez important. Et en fait, finalement, le drame presque donc, de l'éducation nationale française, c'est que on avait pour symbolique de proposer un apprentissage égalitaire pour tous, et il s'avère qu'aujourd'hui il y a un écart assez important entre les élèves. Donc, du point de vue global, dans tous les systèmes éducatifs qui ont été analysés, on se rend compte que les plus faibles inégalités scolaires ont besoin de certaines conditions. D'abord, il faut qu'il y ait de faibles pratiques de classe de niveau. Il faut qu'il y ait une école unique plutôt uniforme. Que l'âge de la première sélection soit tardive et que les écoles aient le choix du public, de leur public. Les conséquences, donc on a des conséquences pédagogiques et structurelles pour améliorer notre système éducatif, et en particulier on peut tenir compte de la loi de refondation de l'école de juin 2012 qui essaie de reprendre un peu l'analyse PISA pour améliorer son propre système éducatif. Donc la France donne une priorité aux primaires pour lutter contre l'échec scolaire au plus tôt, avant même que les élèves ne soient mis en difficulté. On a favorisé la formation des enseignants avec la mise en place des ESPE. Il a été mis en place donc des rythmes scolaires pour favoriser l'apprentissage des élèves au moment où ils sont le plus attentifs. On peut aussi parler des stratégies numériques qui sont mises en place pour favoriser les apprentissages. Et de façon globale, les différents systèmes de lutte contre le décrochage scolaire. En 2014, il est prévu donc un allègement des programmes, de repenser les différents métiers donc de l'enseignant et de réévaluer les zones d'éducation prioritaires de façon à ce que les moyens soient mis au bon endroit, au bon positionnement géographique. Finalement, bon, on sait que PISA, ça reste une forme d'évaluation dont l'avantage est d'associer une évaluation des connaissances d'élèves avec la typologie des systèmes éducatifs. Cela va permettre de proposer, va permettre d'analyser donc
d'analyser donc les différents systèmes à l'échelle mondiale. Ces élèves, ces efforts pour les élèves en difficulté plutôt inefficaces. Elle a donc mis en place, suite aux résultats de PISA, la loi de refondation de l'école, avec en particulier la mise en place des rythmes scolaires, et elle prévoit donc une modification des programmes de façon à ajuster ces programmes aux élèves et à favoriser toujours les apprentissages des élèves et de tenir compte des élèves en difficulté de façon à diminuer l'échec scolaire en France.